cette éclipse est un concentré de plaisir. Nectar de Jacques Vabre. La Terre, la Lune, le Soleil. Alors l'éclipse, comment ça marche? C'est très simple, avec Télé 2. Qu'il fasse jour ou nuit, que la Lune passe devant le Soleil ou non, c'est toujours 44 centimes la minute pour téléphoner partout en France et tous les jours de l'année. C'est pourtant simple, non? Appelez gratuitement le 0800 40 40 04. Télé 2, pourquoi continuer à payer trop cher? C'est sur Énergie. 11 août 1999. Dernière éclipse du millénaire. Découvrez les mystères de l'éclipse et laissez-vous porter par Shamanka. Extrait de l'album Eclipse. Eclipse. L'album officiel à prix exceptionnel. Inclut le CD-ROM extrait de l'encyclopédie Hachette Multimédia. Pour tout savoir sur l'univers. Nestlé Dessert, le dessert qui éclipse tous les desserts. Nestlé, c'est fort au chocolat. L'éclipse sur TF1 avec Claire Fontaine. À 143 jours de l'an 2000, nous allons aujourd'hui assister à l'un des plus fantastiques spectacles que puisse nous offrir la nature. Au beau milieu de la journée, ce soleil qui est pour nous source de vie va magistralement s'éclipser pour laisser place durant quelques instants à un acteur habituellement invisible à cette heure-là, la Lune. Ce phénomène est d'autant plus exceptionnel que seuls les terriens ont la chance de pouvoir en profiter. Aucune autre planète du système solaire ne possède en effet la scène appropriée pour obtenir une éclipse totale. Et pour les spectateurs présents au rendez-vous, impossible de rester indifférent. La chorégraphie est si bien orchestrée que l'émotion vous gagne progressivement jusqu'à ce que l'on ne sache plus s'il faut en rire ou en pleurer. Vous voyez fondre sur vous une ombre qui fait 100 km de large et qui arrive sur vous à 2800 km à l'heure. Donc si vous êtes sur un petit monticule, pour la peine d'être au sommet d'une montagne, un petit monticule, il faut regarder dans la direction de l'ouest. Oui, cette ombre arrivée sur vous, c'est impressionnant, c'est d'une dimension qui dépasse l'homme. Bon, je ne connais aucun metteur en scène, ni de cinéma, ni de théâtre, qui n'ait jamais fait un spectacle semblable. Donc déjà ça, c'est émouvant. La température, elle baisse de 5 degrés, brutalement. D'ordinaire, quand il y a une baisse de température, il s'écoule quelques heures d'un moment à l'autre. La nuit, elle tombe d'un coup. Quand on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, en général, il y a un petit peu de temps. Il y a ce qu'on appelle l'aube, le crépuscule, ça met un petit peu de temps. Là, c'est brutal. En une seconde, il fait nuit. Depuis près de 4 milliards d'années, la Lune tourne inlassablement à 400 000 km autour de la Terre. La durée d'une orbite est de 27 jours. Et comme notre satellite tourne sur lui-même, seule la moitié de sa surface est illuminée par le Soleil. Une éclipse de Soleil ne peut donc se produire qu'en face de nouvelles lunes, lorsqu'elle est invisible pour nous, de jour. Mais l'éclipse est également le résultat d'une heureuse coïncidence. Par rapport au Soleil, la Lune est environ 400 fois plus proche de la Terre et sa taille est également 400 fois plus petite. Les terriens ont donc l'impression de voir dans le ciel deux astres ayant le même diamètre. Résultat, lorsque les trois acteurs célestes se retrouvent parfaitement alignés, la Lune masque entièrement notre étoile et son ombre se projette alors sur la planète bleue, plongeant une partie de ses habitants dans une obscurité bien mystérieuse. Les éclipses totales ne sont pas si rares, il s'en produit en moyenne une par an. Mais pour en profiter, il faut voyager, car en un lieu donné, la moyenne est d'une par siècle. Il y avait celle de 1991 au Mexique qui durait à peu près 5 minutes. Vous en aviez une l'année dernière, en février 98, aux Antilles, en Guadeloupe, qui était superbe, qui durait plus longtemps d'ailleurs, elle durait 3 minutes. La prochaine, c'est dans à peu près 2 ans, c'est le 21 juin 2001, elle sera visible au Mozambique et à Madagascar. Et en France, une totale, il faut attendre le 3 septembre 2081, c'est-à-dire dans 82 ans pour en voir une. Donc c'est un phénomène vraiment rarissime en un certain lieu. Cette dernière éclipse du siècle commencera en plein océan Atlantique au sud de la Nouvelle-Écosse.
L'ombre ne restera à cet endroit que 47 secondes avant de foncer vers l'Europe à la vitesse de 2800 km/h. Puis elle va traverser la France en 18 minutes et poursuivre cette course effrénée vers le sud-est. Au passage, elle fera frémir de plaisir le comte Dracula dans son château de Roumanie avec ses 2 minutes de nuit en plein jour. Et après un voyage de 14 000 km à la surface du globe effectué en 3 heures et 7 minutes, l'éclipse s'effacera dans le golfe du Bengale après avoir offert à 300 millions d'Européens une image dont ils se souviendront toute leur vie. L'image de ce soleil noir coiffé d'une majestueuse couronne piquée de perles roses. On va parler maintenant des lunettes, Charles, parce qu'on n'en a pas parlé depuis ce matin. On va en parler avec le docteur Segal, Adi Segal, qui est ici ophtalmologiste à l'hôpital Robert Debré. Et il paraît que vous avez eu beaucoup de coups de téléphone ces derniers temps. Pour demander quelles devaient être les précautions à prendre pendant l'éclipse. Et même beaucoup de questions comme est-ce que regarder la télé nécessite le port de lunettes? Et la réponse est on n'a pas besoin de lunettes pour regarder, enfin pas de lunettes spéciales soleil pour regarder la télé. Le soleil va donc se cacher, or il n'en est que plus dangereux, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Adi Segal. Il faut savoir que l'éclipse, qu'elle soit totale ou partielle, cumulera les facteurs aggravants, cela aussi on l'a dit. Avec Fabrice Collaro, je vous propose maintenant de passer tout de suite en revue ce qu'il faut faire exactement, ce qu'il faut prendre comme précaution et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Fabrice. Oui Charles, moi j'ai l'habitude de dire des lunettes sinon rien. Alors des lunettes, il en existe plusieurs sortes, sous forme de binocle, des lunettes classiques bien évidemment, ou bien sous forme de disque comme cela. Tout ceci fonctionne parfaitement. L'important, le plus important, c'est que ces lunettes soient marquées CE. Elles doivent être agréées par la communauté européenne. Et ça, c'est très important. Alors, vous pouvez toujours vérifier leur bon fonctionnement en vous plaçant devant un halogène et en fixant le halogène avec ces lunettes. Vous ne devez voir que le filament et rien d'autre. Sinon, il vaut mieux vous en procurer de meilleures. Alors, des lunettes, il en existe deux sortes. Des sortes comme ceci, argentées. Et puis, il en existe une autre sorte, toute noire. Alors ce sont deux matières différentes qui ont des propriétés assez différentes. La première c'est du mylar, c'est ce qu'on appelle du mylar, c'est cet aspect argenté comme ceci. Alors ça a une bonne protection au niveau des infrarouges, par contre ça donne une petite couleur bleutée au soleil et c'est pour cela que l'on préfère souvent le polymère noir. Hein, c'est complètement opaque, c'est entièrement noir. Celui-ci protège un tout petit peu moins bien en infrarouge. Ça n'est pas très conséquent pour l'œil. Par contre, il garde la couleur orangée du soleil. Lunettes et de protection, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Bon, est-ce que vous pensez que tout le monde a pris les précautions au moment où il fallait? C'est-à-dire il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, il fallait se préoccuper de ça, non? Oui, je pense que les sociétés d'astronomie ont fait leur travail. Mais je regrette que les pouvoirs publics se soient préoccupés du problème peut-être un peu tardivement. Et on voit aujourd'hui ce problème des lunettes. Alors Philippe de la Cotardière, on a vu tout à l'heure avec Fabrice Collaro ce qu'il fallait faire, mais nous n'avons pas encore vu ce qu'il ne fallait surtout pas faire, Fabrice. Beaucoup de rumeurs pour remplacer les lunettes. Alors ça va du verre fumé qu'utilisaient nos ancêtres, du verre fumé par une bougie. Ça, il ne faut absolument pas le faire, ça n'est pas continu, ça n'est pas vraiment opaque. Il faudrait que ça soit une couche vraiment homogène, ne vous y risquez pas. Et puis, il y a d'autres rumeurs, le disque laser, cela ne protège pas vos yeux, n'utilisez pas de disque laser. Il y a les pellicules photo, ou bien des diapos, on dit même qu'en mettant plusieurs diapos l'une sur l'autre, cela pourrait fonctionner. Il ne faut surtout pas le faire. Reste la radiographie. Alors il y a la radiographie des poumons ou la radiographie du nounours, tout cela ne fonctionnera pas. Il ne faut surtout pas utiliser de radiographie. Et puis un dernier petit truc peut-être de remplacement, le masque de soudeur. Le masque de soudeur peut être utilisé, mais il en existe plusieurs sortes. Donc si vous utilisez un masque de soudeur, il faut absolument qu'il soit de grade 14. La protection de grade 14, voilà. C'est à faire à la portée de tous. Il faut s'acheter un télescope quand même, non? Au niveau individuel, ça reste quand même un loisir relativement onéreux, puisque les premiers télescopes, si on veut vraiment observer dans de bonnes conditions, tournent aux alentours de 4 000, 5 000 francs. Yves, je pense qu'on est là, théoriquement, au moment théorique du premier contact, on en approche. En tout cas, il faudrait peut-être tout à fait. chausser nos lunettes et voir si l'on voit quelque chose. Quelle heure est-il? 11h02. C'est le moment. Alors écoutez, malheureusement, là je dois vous dire que nous ne voyons pas grand-chose de fécond. Je ne sais pas si la deuxième caméra que nous avons pointée sur le soleil peut vous montrer l'image de ce
Premier contact qui est bien réel, je vous l'assure, les prévisions n'ont pas pu se tromper, il se passe en ce moment. Mais nous avons malheureusement un gros nuage. C'est quoi comme nuage ça? Là, c'est un cumulus. Malheureusement, voilà. Il est à la mauvaise position. Alors écoutez, pour l'instant, nous ne voyons rien. C'est un grand si le ciel rationalisme. D'accord. Alors nous allons aller peut-être avoir à Penzance, puisqu'ils sont en avance. Nous allons rejoindre en Cornouailles Antoine Guélaud. Antoine, est-ce que le premier contact a eu lieu? Est-ce que vous avez pu le voir? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait beau? Comment ça se passe? Eh bien, Jean-Claude, le premier contact a eu lieu. Il a eu lieu il y a quelques minutes au-dessus des îles Scilly, en Cornouailles. Mais malheureusement, ici, contrairement à Fécamp, ni lunettes, ni applaudissements comme à Reims, parce que c'est un petit peu la panique. Il pleut à verse. Et j'ai à mes côtés une citoyenne britannique qui était venue assister à l'éclipse. Alors, Irène, c'est vrai qu'il fait souvent mauvais en Grande-Bretagne, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Il faut avouer que oui, parce que demain il fera beau, hier il a fait beau et aujourd'hui, juste sur le moment, c'est terrible, c'est dommage. Mais je crois qu'on est optimiste, on reste optimiste et ça peut changer parce que au moment de l'éclipse, souvent le temps change subitement. Bon, on a un petit espoir alors. On a encore, espérons, oui. Il n'y a pas eu d'éclipse mania comme en France, en Grande-Bretagne. Comment vous l'expliquez? Parce qu'au début, on avait tellement peur qu'il y aurait cette éclipse mania que le gouvernement a prévenu tout le monde et les gens ont fait beaucoup de publicité et pour ça beaucoup de populations ont dit bien on ne viendra pas parce que ça sera affreux. Alors maintenant il n'y a presque pas assez de monde. Les gens qui ont espéré de gagner beaucoup d'argent ici sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas vendu. Il y a même des festivals qui ont dû être parce qu'il n'y a pas assez de monde. Qu'est-ce que vous attendez de cette éclipse? Moi-même, une chose peut-être spirituelle, un peu d'émotion des gens, une chose qui n'est que vivable une fois dans la vie, quelque chose qu'on pensera dans 30 ans. Moi, j'ai vu ça. Voilà, beaucoup de spiritualité dans cette terre. Je suis arrivé ce matin aux environs de 7 heures. Donc vous avez roulé toute la nuit? J'ai roulé toute la nuit, sans problème. Et vous allez repartir juste après l'éclipse? Non, on va rester sur Reims, on va en profiter Pascal, Pascal. Oui. Pascal, levez le nez au ciel. Oui, ben écoutez, je Pascal, levez le nez au ciel. Vous allez le voir, le soleil. Il est là. Voilà. Écoutez la foule. C'est vrai, on le voit ici, Charles. On aperçoit vraiment là. C'est formidable. C'est la première fois. J'espère que les caméras de Gilles Amato, parce que c'est vraiment entre deux nuages. On ne voit que le soleil. On ne voit que le soleil pour l'instant. Regardez cette image. Elle est prise par les caméras. Regardez cette première image, ce premier contact. C'est le premier voir. C'est le premier reçu. Hein. Ça alors c'est vraiment un moment. Bravo. À 30 km d'ici, il y a des éclaircies pleines. Eh bien les éclaircies vont arriver vers nous. On va peut-être appeler Thierry Guérin. On va passer alors. Regardez le premier contact. On va revoir celui de la BBC d'il y a quelques instants. Là vous êtes toujours à Reims, mais on va nous envoyer les images de la BBC. Le premier contact à Penzance, le voilà. C'est le premier contact anglais, en quelque sorte. Oui, on a perçu celui de Reims tout à l'heure, mais celui-ci, premier contact, c'est à Penzance. Ils vont essayer ensuite de se mettre face au soleil, de monter face au soleil, ce qui est assez rare pour un pilote de chasse. On va vous couper, Thierry, on voudrait montrer ce qui se passe à Reims, et notamment la foule, avec quelques rayons du soleil qui passent à travers les nuages, et cette foule qui, pour la plupart, en tout cas, des gens ont mis leurs lunettes de protection. Et puisque vous nous avez parlé de Fécamp et notamment des Mirage 2000 qui vont y aller tout à l'heure au large des côtes, nous allons nous transférer immédiatement à Fécamp où se trouve Michel Floquet, puisque nous devrions pas être loin de la première morçue justement à Fécamp. Michel? Oui, nous y sommes, mais là nous devons faire une confiance aveugle, si j'ose dire, aux scientifiques qui nous ont donné le timing très précis de cette éclipse, car malheureusement il y a toujours deux affreux cumulus tout noirs qui persistent au-dessus de nos têtes et qui nous masquent le soleil, même si depuis la mer et depuis l'ouest il y a, vous le voyez peut-être derrière moi, une légère amélioration qui s'annonce. Donc nous gardons espoir, nous gardons le moral. À 100 000 mètres d'altitude et essayer de récupérer nord-ouest pour essayer de s'approcher au mieux et surtout essayer de filmer cette ombre notamment. Alors je ne sais pas si on peut vous remettre à nouveau parce que là c'est bien dégagé. Voilà, on est toujours dans ce quart et cette vision assez étonnante bientôt d'un croissant de soleil. Alors, direct du zoo d'Amiens, voilà ce que voient les animaux. Peut-être que le coq va chanter tout à l'heure une deuxième fois, on le saura tout à l'heure. Allez, écoutez ici aussi. Oh, on est en attente aussi de voir le soleil. C'est que dès qu'il commence à percer, regardez cette superbe image là.
Là aussi, c'est un bon tiers, non? Un bon tiers, Philippe. Un bon tiers, oui. Au début, ça va très vite. Là, nous sommes toujours dans ce que nous appelons la première morsure. Oui, tout à fait. La deuxième morsure, c'est-à-dire quasiment l'éclipse totale. Ah, ça, c'est les derniers instants. Non, c'est la dernière morsure, pas la deuxième. La dernière morsure, j'espère. Regardez, elle est belle, là, elle est vraiment superbe. Est-ce que vraiment les gens se disent, et s'il réapparaissait pas le soleil, c'est ça un peu, non? Ah, mais je crois qu'il y a toujours un petit peu ce sentiment d'inquiétude face à une éclipse. Voir disparaître le soleil, c'est quelque chose, c'est toujours un petit peu impressionnant, émouvant, angoissant. Mais c'est jamais à chaque fois la même chose, j'imagine, parce que ce matin, finalement, les gens n'ont pas peur. Ils sont dans l'attente d'avoir un petit peu de soleil, de pouvoir voir à travers les humains. Ça dépend donc des conditions climatiques. Ça dépend des conditions climatiques. D'éclaircie, s'il vous plaît. Mais mon vieux, je fais que ça. Je prie la basilique. Eh bien, venez regarder, voilà. On va aller voir. Voilà le soleil. Voilà, on le voit bien là maintenant là. C'est superbe, c'est magnifique. Ah oui, on le voit très bien. On voit. Et ça va s'améliorer d'ici 3/4 d'heure, car c'est dans 3/4 d'heure que la totalité sera à Reims. Le principal, c'est qu'il fasse beau dans 3/4 d'heure. Je l'espère. Voilà, regardez l'image de l'éclipse là. Là, c'est formidable. Ah, ça, c'est très beau. Ça, c'est des images du Catalina que nous avons en direct, que nous envoie Emmanuel Ossian et ses équipes. Là, on voit, ils sont au-dessus des nuages, ils le voient de très près, Charles. Hein. Tout à fait, très belle image du Catalina. Est-ce qu'Emmanuel peut nous dire à quelle altitude il vole? Emmanuel Ossian. Est-ce que vous nous entendez, Emmanuel? Bon, mais en principe, il volait à quelle... On va demander à Philippe Perrault, qui lui sait tout ça, à quelle altitude volait le Catalina, en principe? À combien? 5000 mètres? Oh, il a dû monter entre 4000 et 5000 mètres. Il est entre 5000 mètres là en ce moment. Mais là, 4000 et 5000 là il est au-dessus des nuages et on voit vraiment l'image. Michel, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que les animaux bougent? Je contourne au moins au niveau. Alors écoutez, ici, une certaine nervosité, disons, parmi les animaux. Difficile de dire si c'est dû aux effets de l'éclipse elle-même, du phénomène, parce qu'il n'est pas réellement perceptible pour l'instant. Il y a une fine couche nuageuse qui nous le masque. Les perruches qui sont derrière nous sont très actives, très bruyantes. On s'attendait à ce qu'elles se taisent peut-être tout à l'heure dès que le ciel s'assombrira beaucoup plus que ça. Le docteur Klein se trouve actuellement de l'autre côté du zoo, dans un coin ferme avec des animaux que l'on connaît beaucoup mieux, les poules et les vaches. Docteur, est-ce que vous sentez une nervosité ou pas encore du côté de ces animaux? Il y a un peu d'agitation au milieu des chèvres. Et puis, par contre, les poules, un petit peu, mais elles sont troublées par l'âne. Il y a une multitude, évidemment, d'animaux autour de moi. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ils ne sont pas troublés par notre présence, mais en tout cas, les poules ont l'air de s'agiter un petit peu. En tout cas, il fait grand jour pour le moment. Donc, Amiens, on va reprendre l'antenne, Amiens, on vous la rendra tout à l'heure. Amiens, voilà. Merci de nous rendre l'antenne. Regardez ce qu'on voit depuis Reims. Les milliers de gens qui sont massés devant la cathédrale, vous les entendez, ils hurlent leur bonheur de voir ces images magnifiques. Et Jean-Claude, regardez, on va vous passer une image satellite. Vous pouvez voir, quand on aura l'image satellite, vous pourrez voir à gauche de l'écran l'ombre de la Lune qui progressivement cache le soleil. Est-ce qu'on peut faire bouger l'image? Non, dommage. On va reprendre l'image et surtout on va appeler Pascal parce que dans la foule. Oui, Pascal, Reims, le soleil apparaît. Oui, vous avez on a du ciel bleu, le ciel apparaît. Une grosse poche de ciel bleu, ça va faire un petit moment. Oui, Jean-Claude, vous avez raison. Et c'est vrai qu'il y a une douce euphorie, que chaque éclaircie est saluée comme un but dans un stade de football. On en est à 4 buts marqués, en gros, depuis 1 heure. C'est la 4e éclaircie. Et je vois que vous êtes particulièrement bien équipé, monsieur. Pardon? Je vois que vous êtes particulièrement bien équipé. Hein. Bah, ça convient parfaitement, effectivement. Et qu'est-ce que vous voyez à travers donc c'est un masque de soudeur, c'est force 12, 13? 13, oui, c'est un numéro 13, c'est ce qui a été
Il a été préconisé au moins 12, donc j'ai mis du 13 et puis on voit parfaitement. Et satisfait de ce que vous êtes en train d'observer? Pardon? Je dis satisfait de ce que vous êtes en train d'observer. Très bien, oui, très bien. On les voit parfaitement, je suis vraiment content. Et ben voilà, en pleine concentration. Devant vous, il y a également votre épouse qui a les lunettes plus classiques, qui va nous commenter. Ben, ne touchez pas les lunettes et vous allez nous commenter ce que vous voyez. Je vois une belle éclipse qui se prépare. Est-ce que vous vous souvenez de l'éclipse de 1961? Est-ce que vous l'aviez observée dans les mêmes conditions? Pas dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, ça vous paraît... vous trouvez que c'est plus émouvant? Ah oui, bah oh là là, oui, ça fait mal aux yeux. Oui, ça fait mal aux yeux. Il faut garder évidemment les lunettes tout le temps. Oui, oui. Bon ben voilà, vous voyez, les gens ils sont concentrés, hein, ils observent. Vous êtes venus, je crois, de Meaux également. Vous allez évidemment conserver les lunettes sur le nez, surtout ne pas regarder l'éclipse. Votre sentiment? Ah, c'est super. La couronne est apparue. Oh, on est en pleine éclipse là alors. Hein. Philippe de la Cotardière, c'est la fameuse couronne solaire. Voilà, c'est la couronne solaire et nous sommes en une période proche du maximum de l'activité solaire et donc nous avons une couronne qui est assez régulière. Il y a souvent des grands jets dans la couronne, mais plutôt en période de minimum d'activité. Là, nous sommes près d'un maximum et nous avons une couronne qui est relativement régulière. Mais remarquez les aigrettes qu'il y a, notamment au-dessus des pôles, où on voit toutes ces aigrettes qui s'échappent du soleil et que l'on appelle des plumes polaires. Magnifiques images que nous envoient nos confrères en direct, nos confrères de la BBC, avec qui nous sommes associés dans cette opération Eclipse. Et le soleil perd de cette façon des millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Et ce vent solaire, qu'on appelle le vent solaire, arrive jusque dans le voisinage de la Terre et peut provoquer des graves perturbations. Alors on va voir les effets de ce vent sans doute sur Antoine Guélo. Antoine, le vent s'est considérablement levé. on voit vos cheveux. Le vent s'est considérablement levé. Ah oui, là il fait très très froid, c'est la nuit noire, le vent s'est considérablement levé. Et autour de moi, eh bien, les milliers de personnes qui sont là, on dit que les Britanniques sont flegmatiques. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cris de joie, certains cris de peur sans doute. Mais en tout cas, beaucoup d'admiration devant ce spectacle magnifique que vous allez pouvoir voir en France dans quelques instants maintenant. Ici, ça, il y a des applaudissements derrière. On voit déjà vos images de Grande-Bretagne, Antoine. On voit ce que vous voyez, peut-être moins bien vous, nous le voyons grâce aux caméras donc qui sont en direct de la BBC et on voit exactement le soleil est recouvert totalement par la lune, quoi. Alors que masse croissante de soleil qui s'en va et la ville crépite de flash littéralement. Écoutez le bonheur des gens. Je vous entends très mal. Alors qu'il fait nuit maintenant, il fait totalement nuit, écoutez. Comment se comportent les gens autour de vous, Michel? Vous les avez entendus, c'est la joie, c'est une étrange... les gens ont applaudi, c'est pas l'inquiétude, c'est la joie en fait. Non, c'est pas du tout l'inquiétude. Ces équipes ont sûrement terrifié l'humanité pendant des millénaires, mais depuis qu'on sait à peu près ce que c'est, les scientifiques nous ont expliqué ce que c'est le bonheur qui a remplacé l'inquiétude, évidemment. Et c'est très étonnant, la ville crépite de flash. Je vois le littoral et les milliers de gens qui sont massés sur la plage, et puis tous les gens sur les falaises. Chacun fait des photos. D'ailleurs, je me demande si les flashs sont bien utiles, mais ça, c'est pas très grave. Oh, cette couronne solaire est magnifique, là, maintenant. On voit la couronne solaire arriver vers nous, hein. Vous la voyez, vous, Michel? Absolument, nous la voyons très très bien, on la voit magnifiquement. Regardez. C'est formidable, avec l'activité donc du soleil qu'on ne peut voir qu'en ces circonstances, lorsque la luminosité que dégage le soleil lui-même est masquée, et que seul ce qui est à la périphérie rayonne comme ça dans le ciel noir. Voilà, la couronne solaire, Philippe, continue à se former. Ça dure combien de temps, en gros, la couronne solaire? La couronne solaire, on la voit pendant le temps de la totalité, donc c'est environ 2 minutes cette fois-ci. Il y a des éclipses. Est en train, et voilà, maintenant regardez, c'est Fécamp. On retourne à Fécamp, oui. Alors là, la couronne solaire, très belle protubérance on peut voir en haut du disque et sur la partie droite, rosé. Ce sont des flammes du soleil, c'est des jets de gaz qui s'échappent du soleil et c'est un signe de l'activité du soleil. C'est ce qu'on appelle les protubérances. Voilà, c'est cela. Et c'est le seul moment où on puisse les observer
comme ça, sans appareil spécial. Et ce gaz qui entoure le Soleil, c'est lui qui perturbe souvent. Oui, c'est de la matière qui s'échappe du Soleil et c'est en même temps des voilà particules, le des flots de Soleil qui particules revient. qui s'échappent du Soleil. Oh, le Et Soleil revient. Voilà, Le soleil là revient. c'est l'anneau de diamant, c'est la C'est réapparition ça. du Et ce Soleil. scintillement, c'est ce que vous appelez l'anneau de diamant. Voilà, c'est Ouais. c'est soit le dernier éclair de soleil avant la totalité, soit le premier après. Cette image est magnifique, quoi. C'est bluffant. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous qui l'avez vu peut-être, mais là, Non, regardez, c'est toujours- on la voit c'est dans très toujours bonnes conditions. Très impressionnant. C'est l'image de Fécamp, magnifique. Mais c'est... Vous voyez, c'est presque la nuit complète qui tombe. La cathédrale s'est d'ailleurs illuminée. Je pense que on va pouvoir voir la façade en même temps. Ah oui, et Nous- bon, on voit l'éclipse presque totale. Nous Charles. vivons et Voilà, la regardez, même là. image que celle que nous avons pu voir tout à l'heure dans le sud-ouest de l'Angleterre, puis à Fécamp. Voilà, l'ombre de la Lune avance inexorablement à la vitesse de 2800 km par heure et elle va nous balayer dans quelques instants. Regardez, entendez la foule, mais c'est vraiment incroyable, hein. Ah, je suis sûr que dans les milliers de gens qui sont là, la plupart n'ont jamais vu d'éclipse totale. Mais il n'y a pas cette fameuse inquiétude qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est plutôt la liesse, c'est la fête. C'est la grande fête de la Lune et C'est du la grande Soleil. fête de la Lune et du Soleil. C'est la chanson de traîner, quoi. Oui, Hein? mais là, le rendez-vous n'est pas manqué. hein. Charles, n'oubliez pas vos lunettes. N'oubliez pas mes lunettes. Mais... Regardez, sommes regardez. couverts. Nous sommes dans la nuit totale. Ça Presque. fait un curieux effet Presque. quand même. Presque. Ça fait un curieux effet. Presque. Il n'y a Faut plus savoir. finalement que la lumière de nos projecteurs Il est midi 23. qui scintille très Et bien. derrière vous, le rideau de nuit. Night. Voilà, il est midi 23. On se croirait à minuit 23, bien entendu. Écoutez la foule. Voilà, ça y est, c'est Regardez. magnifique. Voilà, c'est très beau là. Voilà, faut la regarder, couronne là. est magnifique. Ah là, on voit la Là, couronne. on peut regarder sans lunettes, là. Ah ouais, là c'est magnifique. Là, c'est-à-dire qu'on peut enlever les lunettes. Ah oui, il faut pas et mettre on les peut lunettes. regarder. Oui, allez-y. sans On a danger. tout là. Là, tout le monde a enlevé ses lunettes, évidemment, puisque c'est un moment où l'on peut regarder sans les lunettes. La seule luminosité qui subsiste, c'est bien entendu les projecteurs. Take your eclipse glasses off for the next minute. La nuit en plein jour, une impression étrange, presque surnaturelle, une nuit qui ne ressemble pas en fait à la nuit. L'éclipse traverse la France à toute vitesse, c'est le spectacle le plus grandiose que pouvait nous offrir notre système solaire. Un spectacle qui aura duré à certains endroits à peine 2 minutes, mais quelle sensation étrange et quel souvenir. Dans le rapport des forces de l'univers aujourd'hui, c'est l'astre le plus petit qui joue le rôle principal. Madame, monsieur, bonjour. Vous connaissez l'équipement parfait du chasseur d'éclipses, vous l'aviez. Ces lunettes, vous les avez tous portées et sachez que pendant que vous aviez le nez en l'air, la bouche bée, nos reporters étaient parmi vous. À Reims, où un demi-million de spectateurs se sont donné rendez-vous autour du plateau de TF1. Vous avez pu suivre cette émission spéciale. Mathieu Benoît a recueilli quelques-unes de vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, c'est vraiment magique, c'est divin, formidable. Oh, c'était fabuleux. C'est unique. C'est unique. C'est dommage qu'il y ait le nuage. Mais bon, on en profite quand même, on voit toute la lumière qui tombe d'un coup, et tout disparaît, et tout devient noir. En fait, c'est très, très l'obscurité qui est belle. Ouais. C'était merveilleux, c'était beaucoup d'émotions quand il y a eu l'obscurité totale, et c'est surtout l'environnement humain aussi. C'est la grande fête ici, et c'est un magnifique rendez-vous céleste, voilà.
Fabrice Collaro, vous êtes avec nous en duplex de Reims. Alors finalement, oui, il y a eu des nuages, mais cette éclipse, on l'a vu quand même à Reims et vous n'êtes pas déçus. Ah oui, vous venez de le voir, les réactions étaient à la hauteur de l'événement et d'autant plus que Reims s'était réveillé ce matin sous une épaisse couche de nuages. Mais comme par miracle, eh bien, ces nuages se sont légèrement dissipés au moment de l'éclipse. Nous avons eu droit, comme vous pouvez le voir sur ces images, à un premier contact. Et puis après, nous avons vu cette couronne magnifique, cette nuit qui est tombée en plein jour. Et ça, c'est un moment absolument unique. Je pense que tous les gens comme moi qui n'avaient jamais vécu cette éclipse ont ressenti une émotion intense. Quelle sensation exactement au moment du noir le plus total? Mais c'est très perturbant de voir cette ombre arriver, cette nuit tomber d'un seul coup. Oh, elle n'a pas duré très longtemps, elle n'a duré que 2 minutes, mais c'était une nuit complète, vous pouvez le voir sur les images. Et ça, c'est absolument très étonnant en plein milieu de la journée. Cette nuit n'est pas restée très longtemps, mais nous avons quand même pu voir pendant quelques instants cette couronne solaire avec cette couronne orientée de piquets de perles roses, c'était magnifique. Et nous avons eu droit derrière à un concert de Jesse Norman à la sortie de cette lune. Bon, vous paraissez ému. Ah oui, c'était un moment intense. Et ici, tout le monde sur le plateau, je peux vous dire, regardait et courait pour voir cette éclipse, c'était fabuleux. Bon, nous aussi, ici à TF1 à Paris. Les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon sont finalement les premiers à avoir vu cette éclipse, et oui, et c'est à Cherbourg, sur le continent, qu'elle a abordé la France, le continent, et c'est du haut des falaises de Fécamp, que là où se sont regroupés des milliers de spectateurs impatients de voir la mer s'assombrir. La fièvre ce matin à Fécamp, où nous retrouvons une de nos équipes avec Anthony Dufour et Thierry Chartier. Petit déjeuner champêtre ce matin sur la plage de Fécamp. Beaucoup ont dormi sur place, dans la voiture, sur la plage, avec au réveil une seule inquiétude, la couleur du ciel. Il faut y croire. Il y a, comme on dit par chez nous, quelques culottes de gendarmes, n'est-ce pas, dans le coin de ciel bleu. Donc il n'y a pas de raison, on espère bien qu'on aura un peu de soleil. Et ils sont plutôt nombreux à espérer. 50 000 personnes selon la mairie. La météo n'en fait qu'à sa tête, mais ils continuent à espérer, allongés sur la plage ou perchés sur les falaises. Moi, c'est pour marquer mon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui, donc c'est sympa comme cadeau, quoi. Alors, on vient du Lot-et-Garonne, donc, parce que on est venu ici surtout pour l'éclipse, mais Paco Rabanne a prévu que la station Mir tomberait aux alentours dans le Lot-et-Garonne, aux alentours de Cassé-Jaloux. Et donc on est du coin et on est venu se protéger, quoi. Comme l'homme arrivera du large, je crois que c'est le point idéal pour voir arriver l'homme. Mais les heures tournent et le ciel reste désespérément bouché. Et théoriquement, on a un peu moins de 5 minutes, maintenant 4 minutes. On devrait être dans la nuit. Il est 12h20, l'incroyable scénario va avoir lieu. L'éclaircie de la dernière chance laisse enfin apparaître l'éclipse, juste avant de plonger Fécamp dans l'obscurité. Alors Michel Floquet, à 13h05 presque, le jour est revenu sur Fécamp. Est-ce que vous avez vu cette ombre courir sur la mer ? Non, ça, il faut bien le reconnaître, nous ne l'avons pas vu. C'est la seule déception d'une éclipse qui, par ailleurs, a tenu toutes ses promesses et qui n'est pas terminée, surtout. Car si le jour est revenu ici, si la température est redevenue normale et s'il fait beau en apparence, eh bien, dans le ciel, et je pense que vous allez le voir, vous le voyez, la Lune masque toujours une bonne partie du Soleil et il en sera de même jusqu'à 13h40. C'est ce que les astronomes appellent le 4e contact, le moment où la Lune, cette fois, laisse définitivement le Soleil reprendre tous ses droits. Donc l'éclipse continue, beaucoup de gens ici sur les falaises de la côte d'Albâtre ou sur le littoral de Fécamp continuent d'observer ce spectacle magnifique. Et même si nous n'avons pas vu l'ombre sur la mer, les nuages ont eu le bon goût de s'éclipser, c'est un mauvais jeu de mots, les nuages ont eu le bon goût de disparaître au moment de l'éclipse totale que nous avons pu vivre vraiment à 100% ici à Fécamp. Vous pensez que c'est ce fameux microclimat qui accompagne, dit-on, les éclipses ?
Et écoutez, on nous avait par exemple promis du vent, énormément de vent, et je dois vous dire qu'ici à Fécamp, au moment de l'éclipse, il n'y a pas eu de vent. La température a chuté, la nuit s'est faite partout, la nuit plutôt une sorte de crépuscule étrange, quelque chose qui ne correspond à rien de vécu. Il est difficile de trouver un mot approprié, il faudrait le créer pour décrire cette obscurité. Il a fait froid, il a fait nuit évidemment, mais il n'y a pas eu de vent par exemple. Peut-être est-ce dû au fait que nous sommes sur des falaises tout à fait en hauteur au-dessus de la mer, c'est possible. Merci Michel. Alors à l'heure où nous vous parlons, l'éclipse se trouve approximativement maintenant au-dessus de la Roumanie. Vous savez que son ombre se déplace à près de 3000 km à l'heure, ça va vite, ça va très vite. Elle poursuit son trajet inexorablement vers la Turquie, vers l'Irak, vers l'Inde. Au total, elle survolera 17 pays et plus de 350 millions de terriens avant de mourir dans le golfe du Bengale. Voyage en images avec Bernard Nicolas. À Reims, ce matin, comme dans toutes les villes de France, la foule s'est progressivement massée dès 7 h du matin. Hélas, à 11 h, les nuages sont toujours là, le suspense est à son comble. Mais ce sont les Anglais qui sont les premiers servis. À 11h06 précise, la lune noire commence à grignoter le soleil jaune. Un quart d'heure plus tard, enfin, la masse nuageuse au-dessus de la cathédrale de Reims laisse apparaître le soleil entamé. Les Anglais, toujours un peu en avance, voient le quart du soleil recouvert par la lune. Il est 11h20 à ce moment-là. 11h34 à Reims, les nuages jouent avec les nerfs de la foule, les yeux rivés vers le ciel. Petite éclaircie de ciel bleu qui est en train de... Alain, faites quelque chose pour qu'il y ait une grande éclaircie, s'il vous plaît. Mais mon vieux, je fais que ça, je fais que ça. Je prie la basilique. Dans le même temps, le tiers du soleil a disparu au-dessus de l'Angleterre. 11h58 à Reims, la beauté gagne le ciel. À 12h10 précise, la brève nuit s'est installée au sud de l'Angleterre. À l'heure prévue, la lune enveloppe totalement le soleil. Au-dessus de Reims, le spectacle est magnifique. Jessie Norman accompagne de sa voix l'étrange mariage entre les deux astres. On se sent tout petit quand même devant ce genre d'événement et vraiment, non, c'est plutôt extraordinaire. Vous dites on se sent tout petit, pourquoi ? Tout simplement, on se voit que les forces de la nature prennent le dessus et qu'il peut arriver des choses quand même exceptionnelles comparé à ce qui se passe tous les jours ici sur Terre. Sur le passage de l'ombre, d'autres pays vont assister au spectacle. En Italie, par exemple, astronome en tête, plusieurs milliers de personnes sont sur la place Saint-Pierre, à Rome. En Algérie, comme le leur avait conseillé leur leader spirituel, les musulmans ont prié durant toute l'éclipse. Les Allemands, eux aussi, avaient mis les gros moyens pour suivre cet événement exceptionnel qui va progresser dans d'autres pays qui l'attendent. À Nice, où la Lune n'a dévoré que 83% du soleil, ce n'était donc pas l'obscurité totale, mais au moins sur la Côte d'Azur, le ciel était tout bleu. On n'a peut-être pas vu le phénomène en entier, mais au moins on l'a vu parfaitement. Ambiance et réaction sur la plage de Nice, il y a quelques instants, avec Gabriel Natta et Christophe Pardina. Ce matin, sur la promenade des Anglais, les adeptes du jogging et du vélo n'ont pas changé grand-chose à leurs habitudes. Ils ont légèrement décalé leurs horaires. Quant aux badauds, ils ont pris les chaises d'assaut plus tôt que d'ordinaire. Ça fait depuis ce matin 9 h qu'on est là, on attend tranquillement que ça vienne. Voilà. Ça, vous serez aux premières loges? On sera aux premières loges, on va faire attention, on a nos petites lunettes de réserve dans notre sac parce qu'on a lu les journaux, on sait qu'il faut faire attention aux yeux parce que c'est dangereux. Mais on est très intéressés parce que la prochaine fois, on sait très bien qu'on ne sera plus là. Je suis venu plus tôt que d'habitude, ça fait comme ça me permet de m'installer pour midi et quart afin de regarder l'éclipse. Sur les plages aussi, on se prépare à l'éclipse, on écoute les conseils, on prend ses précautions. Et bien aujourd'hui, à chaque personne qui vient sur la plage, je leur dis tout d'abord de s'enduire énormément la peau de protection solaire et bien sûr de mettre les lunettes spéciales pour regarder l'éclipse et de ne pas la regarder trop longtemps, bien sûr. J'ai entendu à la radio comme quoi c'était très dangereux pour la peau, donc je mets aujourd'hui une crème coefficient 50. Sur la Côte d'Azur, l'éclipse n'a pas été totale, seulement à 80%, provoquant une lumière orageuse sur un ciel dégagé.
Alors à Marseille maintenant, avec notre envoyé spécial Philippe Morand dans le vent, dans le Mistral, on nous signale quelques bousculades pour des lunettes sur un supermarché, le parking d'un supermarché de Marseille. Est-ce que globalement tout s'est bien passé dans le sud, Philippe Morand ? Bien écoutez, ici en effet tout s'est bien passé, vous pouvez le constater, le vent souffle très fort, le Mistral, force 6, c'est donc un temps idéal pour admirer l'éclipse. L'éclipse qui n'était pas ici à son maximum puisqu'elle n'était qu'à 84% très exactement, c'était à 12h27. Quelques centaines de Marseillais et des vacanciers se sont réunis ici sur la plage du Prado. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de cris de joie lorsque l'éclipse était à son maximum. En fait, on a pu admirer ici, avec les lunettes bien sûr, un croissant de soleil. Alors le ciel ne s'est pas assombri, mais la température s'est rafraîchie, on a perdu quelques degrés et le vent a soufflé plus fort encore. Pendant le passage de l'éclipse, les maîtres nageurs sauveteurs de la plage du Prado ont multiplié les mises en garde. Il n'y avait pas de lunettes pour tout le monde, alors les touristes se les ont prêtées. Certains n'ont pas respecté les consignes en admirant l'éclipse avec des radios ou un masque. Il reste encore donc ici quelques minutes pour admirer l'éclipse. Le soleil commence à revenir entièrement, la lune disparaît et enfin un clin d'œil. Quelques Marseillais ici se sont inquiétés avec humour du sort de la capitale, de Paris. Ils se sont dit que la capitale était peut-être menacée par la chute de la station Mir et que peut-être Marseille pourrait devenir la capitale de la France. Mais c'est une plaisanterie avec beaucoup d'ironie. C'est une plaisanterie bien marseillaise. À la campagne maintenant, tout près des côtes normandes et loin de la foule, certains ont choisi de vivre cette matinée particulière sans rien changer à leur programme. C'est le cas de cette famille d'agriculteurs à Senneville-les-Fécamps, au milieu des vaches, des poules, de la ferme. Le travail s'est poursuivi avec de temps en temps quand même un petit coup d'œil vers le ciel. Avec eux, Delphine Guédard et Hubert Cazenave. Sereine, ce matin, l'approche de l'éclipse ne semblait aucunement perturber ces vaches ni leurs propriétaires. 6h30, comme chaque jour, la traite commence, suivie par les menus travaux de la ferme. Est-ce que vous allez changer certaines choses à cause de l'éclipse? Non, je pense du tout changer, que d'habitude je donne à manger aux animaux à les heures habituelles, là, comme on est en ce moment. Mode de vie inchangé donc pour les vaches, chèvres, lapins ou autres poules de cette ferme. En revanche, le chien ne pourra plus courir dans tous les sens et devra s'habituer à une chaîne. J'ai peur qu'il aboie, se sent pas à l'aise. Pourtant ici, nul ne peut prévoir la réaction des animaux. On dit que le coq peut chanter, maintenant le chien aboyer, peut-être que oui, je sais pas. Mais a priori, vous n'êtes pas inquiet. Bon, non, quand même, hein. Pour la fin du monde, quand même. Les poules, dès que la nuit a commencé à tomber, ont commencé à monter sur le perchoir, comme si pour aller se coucher. Bah, la chienne, elle aboyait avant, puis un peu après. Pendant quand il a fait nuit, elle s'est couchée, par contre. De leur côté, les vaches ont gardé leur calme. Peut-être ont-elles été surprises à 12h22 par le chant du coq. Je vous propose maintenant deux images tout à fait exceptionnelles qui viennent tout juste de nous parvenir. D'abord, cette vue de la Terre de la station Mir, la voici, où on peut apercevoir l'ombre de la Lune qui court sur la Terre, cette station Mir, dont certains disaient qu'elle se désintégrerait et tomberait sur la Terre. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et puis, deuxième image exceptionnelle, sa sainteté, le pape Jean-Paul II, au Vatican, juste avant d'embarquer à bord de son hélicoptère qui doit le ramener à sa résidence d'été de Castel Gandolfo, lui-même en train d'observer, avec les lunettes réglementaires, cette éclipse avant de monter donc dans son hélicoptère. Voilà, on dit que aussi les éclipses perturbent les animaux. Michel Scott a donc vécu ce moment au milieu des animaux du zoo d'Amiens, dans la Somme. Alors, Michel, vous êtes en duplex avec nous. Est-ce que vous avez noté le changement de comportement de ces animaux, puisqu'on en avait beaucoup parlé avant l'éclipse?
Et on avait beaucoup d'animaux autour de nous dans ce parc animalier d'Amiens, effectivement. Et la réaction a été à peu près la même pour tous ces animaux. Réaction naturelle, puisque après un mouvement de surprise qui a été assez perceptible, puis l'installation d'un calme, d'un silence même assourdissant dans ce parc, eh bien, les animaux ont fait mine d'aller se coucher pour la plupart d'entre eux, pour ceux que nous avons observés en tout cas. Ce fut le cas pour les manchots, je ne sais pas si vous avez l'image, c'était le cas également pour les loups qui se sont calmement regroupés autour du dominant de la meute et qui avait l'air paisiblement assoupi. Et puis finalement, la réaction la plus notable a été à la réapparition du soleil. Lorsque la lumière est revenue, certains d'entre eux, notamment chez les loups, ont montré une activité renaissante, mais assez subite. Ils avaient l'air quand même un petit peu perplexes du fait de ce phénomène dont ils n'avaient pas l'habitude, évidemment. Enfin, pour ce qui est des animaux de la ferme, eh bien, il y avait une question qui nous angoissait un petit peu tous, c'était les réactions du coq et des poules. Eh bien, je vous rassure, si je puis dire, le coq n'a pas chanté 2 fois, il n'y a pas eu de réaction notable de ce côté-là. C'est dommage, merci Michel. À Lyon, où il fait beau et où l'éclipse était à peu près 90%, Denis Sébastien et Frédéric Marchand étaient dans un centre aéré où on avait tout prévu pour que les enfants puissent regarder l'éclipse en toute sécurité. Pour qu'ils ne perdent pas leurs lunettes, on leur a même donné à la dernière minute. Plus de 2 heures avant leur H, l'impatience et l'excitation montent parmi les enfants. Sous la forme d'une mise en scène ludique, les animateurs leur rappellent ce qu'est une éclipse et surtout répètent inlassablement les précautions à prendre pour regarder le soleil. Ça ne fait pas mal sur le moment, mais ça peut vous faire mal après. En attendant le grand moment, les enfants vont être répartis en ateliers. Danse, maquillage, déguisement, décoration, tout sera bientôt prêt pour célébrer l'éclipse. Ça fait déjà plusieurs jours qu'ils nous en parlent. Ils voulaient avoir les lunettes dès le premier jour. On leur donnera bien sûr au dernier moment. Donc je vais vous donner les lunettes et nous allons passer par groupe. Ultime répétition, la distribution des lunettes et surtout leur utilisation. Les enfants doivent les revêtir avant de sortir et ne pourront les enlever qu'une fois rentrés à l'intérieur. Wow. On n'enlève pas les lunettes. Couche, c'est joli. Oh là là. Moi, comme j'en ai jamais vu, je crois que ça va être super. Il y en a une tous les ans dans le monde entier, mais pas en France. T'es impatient? Ah oui, très. On préfère les faire sortir par petits groupes par rapport à l'organisation avec les animateurs, c'est plus facile parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Donc parce qu'avec un grand groupe, il se peut qu'il y en ait un qui soulève les lunettes et ça c'est pas possible. Les enfants sont en tout cas moins nombreux que d'habitude. Certains parents ont préféré les garder avec eux pour partager en famille ce moment exceptionnel. Quant à ceux qui sont présents aujourd'hui, tout a été fait pour qu'ils ne ratent pas une miette du spectacle. Alors une question que nous nous posons maintenant, combien de bébés sont nés pendant cette éclipse? Est-ce que ça va leur porter chance? On sait par exemple que la pleine lune provoque un afflux dans les maternités. À l'hôpital Antoine Bécler à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, eh bien le petit Lucas est né tout à l'heure à 12h30. Pile au retour du soleil sur la région parisienne et vous le voyez, ces images ont été tournées, inutile de vous le dire, il y a quelques minutes seulement. Les Bretons ont eu moins de chance que dans le sud ou dans d'autres régions. Le ciel est resté plutôt nuageux en fin de matinée, mais in extremis, ils ont quand même pu profiter du spectacle grâce à une éclaircie avec nos équipes à Brest, Guénel Théo et Xavier Boucher. Tôt ce matin déjà, dans la région brestoise, des milliers de regards étaient rivés vers le ciel dans l'espoir de voir se dissimuler ces gros nuages gris arrivés pendant la nuit. Les clubs d'astronomie comme celui-ci ont été pris d'assaut par des familles persuadées d'améliorer leurs chances d'assister à un spectacle réussi. Les professionnels restaient néanmoins sceptiques. On se pose des questions, vu le ciel, on ne sait pas ce que ça va donner. Espérons qu'il y aura un trou dans les nuages à partir de midi pendant une demi-heure, ça nous suffit pour voir le maximum. De nombreux Brestois, quant à eux, se sont donné rendez-vous en plein centre-ville. Le ciel s'est obscurci peu à peu, mais sans résultat. Je suis en train de lire mon journal, quoi, puisqu'il n'y a rien à voir. On attend, on espérait qu'il y avait une petite trouée bleue, on se disait ça y est, elle va arriver, puis elle n'arrive pas, elle se mouche. Puis soudain, les premières lueurs de bonheur, in extremis entre les nuages. La déception laisse place à l'émerveillement. Voilà, c'est le meilleur là.
la meilleure du monde. J'ai vu légèrement l'éclipse, oui, effectivement. J'ai vu très bien la lune s'écarter du soleil, hein, sur le faisceau. Je regarde beaucoup, car attention, ça revient là. Vous permettez, je remets mes lunettes, parce que, monsieur, je remets mes lunettes, voilà. Ça y est, elle est partie. Ah bah c'est vrai que ça dure pas à voir, hein, c'est vrai. Ce fut probablement le spectacle le plus court du monde, quelques précieuses secondes à jamais gravées dans les mémoires. Il fallait être rapide. On s'y attendait, de nombreux bouchons ce matin sur les routes, en particulier sur la presqu'île du Cotentin, en direction des principaux sites d'observation. C'est là où l'éclipse apparaissait en premier. Nombreux bouchons aussi en Picardie, aux entrées et sorties des autoroutes A1, A16, A26, et puis au nord de l'Île-de-France, toujours en direction de la bande d'observation totale. Le point avec Yves Vervalet. Il fallait prendre la route très tôt ce matin pour ne pas être bloqué par les différents bouchons qui se sont formés sur le réseau routier et autoroutier menant à la bande de totalité de l'éclipse. Il y avait déjà quelques problèmes de circulation à 8h du matin à la barrière de péage de Chamant. Et donc ça bouchonne maintenant à 20 km à peu près. Toutes les sorties nord et est de Paris étaient vite surchargées. On signalait des bouchons importants aux sorties d'Abbeville, Compiègne et Laon. Quant aux entrées de Reims et de Metz, grands centres d'observation, elles étaient ralenties pour ne pas dire bloquées. Comme prévu, les poids lourds ont été arrêtés dès 11h au péage des autoroutes et dirigés vers les parkings. La nuit, on roule bien. Je vois pas pourquoi on nous arrête, nous. On va peut-être mieux arrêter ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler dans le noir. Nous sommes plus prudents. Ils reprendront la route à 14h. De nouveaux bouchons sont donc à craindre. Pour ceux qui avaient préféré le train, le scénario était identique avec une gare du Nord pleine à craquer. Il fallait s'y attendre, de toute façon, c'est normal, c'est l'événement du siècle quand même. Et j'ai raté le train et j'ai perdu ma femme. Alors tout va pour le mieux, vous voyez. C'est vraiment un jour exceptionnel. Exceptionnel aussi de voir des wagons pris d'assaut, comme dans le métro de Tokyo. Je savais qu'il y aurait plein de gens qui rentreraient sans billet. De toute façon, le contrôle, ils ne peuvent pas le faire. Donc les contrôleurs, ils ne pourront pas passer. Donc les gens, ils arriveront à Amiens, ils n'auront pas payé. Alors sur Booking ou fraude due à un manque de contrôleurs, la SNCF a dû augmenter le nombre de voitures par train et rajouter 6 trains supplémentaires, dont des TGV. Sur route ou par le rail, les retours cet après-midi risquent d'être très chauds. Ça n'est pas tous les jours l'éclipse. À Paris aussi, on a pu voir cette éclipse. Toute la rédaction du 13h avait d'ailleurs ses lunettes. Et en plus, l'éclairage public s'est déclenché automatiquement pendant 24 minutes précisément. Alors Laurent Delsol et Dominique Jassin ont sillonné la capitale. Ils se trouvaient au parc de la Villette où on s'arrachait les dernières lunettes spéciales éclipse. Certains sont prêts à tout pour obtenir les dernières lunettes spéciales, ces tickets d'entrée pour le film Grandeur Nature de l'éclipse. Et en tout, à peu près 14 points de distribution, donc vous en trouverez sur l'ensemble du parc, derrière la géode, au niveau des accès. J'ai fait là-bas, j'ai fait ici, là, au début, et là, ici. Et je sais bien. Les gens c'est un peu le problème. Bon, bah tant pis, on va pas prendre de lunettes. Les plus chanceux savent qu'ils vont assister à la prochaine séance. Est-ce que pour vous, c'est un peu comme aller au cinéma? Aller au cinéma, je dirais un peu oui, puisque je raconte un peu de monde, on partage des moments ensemble. Dans la grande salle extérieure du parc de la Villette, chacun trouve sa place et essaie de comprendre comment ne pas louper le programme. À la Tour Eiffel, ce sont les touristes habituels, à part cette femme qui espère. La précédente éclipse, dans les années 60, je ne me rappelle plus exactement laquelle, j'étais dans une école d'infirmières et avec mes collègues, nous nous étions promis de nous retrouver le jour de la prochaine éclipse auprès du pilier nord de la Tour Eiffel. À la butte Montmartre, l'affluence a commencé très tôt. Il y a des gens qui étaient là depuis 5h30 ou 6h et qui attendaient exprès pour les lunettes, quoi. 11h15, c'est le début du cycle. Comme par magie, le rideau de nuages se lève, le projecteur solaire s'allume, la salle s'obscurcit et les spectateurs sont prêts à rêver. À Toulouse, sachez que la Cité de l'Espace présentera cet après-midi des images de l'ombre de la Lune sur la Terre, images réalisées pendant l'éclipse par Spot 2 et Spot 4 de satellites. Et puis, vous pouvez retrouver les plus belles images de l'éclipse ainsi qu'un dossier complet sur le phénomène en interrogeant le site internet de TF1. Dans le Gers, là où, vous le savez, Paco Rabanne avait prévu l'apocalypse, les habitants ont décidé de faire une grande fête pour se moquer de ces prédictions funestes. Ils ont même prévu de reconstituer les morceaux de la station Mir, qui devait, selon lui, s'abattre sur le département. À Auch, Patrick Néline et Christophe Cadeau.
Il y a des signes qui précèdent le déluge, et ce déluge-là était annoncé par Paco Rabanne. Plus qu'un déluge, en fait, la fin du monde dans le Gers, provoquée par la chute de la station Mir. Hier soir, dans les bars du département, l'ambiance était apocalyptique. Cocktail de l'espace, déguisement de cosmonautes et autres détails farfelus. Les inconscients avaient décidé de braver ces prévisions apocalyptiques. Ouais, je ne sais pas s'il a voulu nous prendre pour je sais pas qui, mais bon, en fait, en attendant, on en profite bien de ces dires, quoi. Et donc, on fait la fête en attendant la fin du monde. C'est une occasion de faire la fête supplémentaire. Je pense que c'est la meilleure façon d'enterrer les balivernes qui sont déclamées par Paco Rabanne, et puis ça fait un peu de pub pour le département. Mir devait donc tomber sur le Gers, mais où? Dans un champ, un lac, au cœur de la cité gersoise, peut-être sur la statue de D'Artagnan. En tout cas, après l'éclipse, aucun débris de la station n'était en vue. De quoi rassurer les membres de l'association contre la chute de Mir dans le Gers. Tu remarqueras que dans les statuts de l'association, qui a pour but de lutter par tous les moyens légaux contre la chute de Mir dans le Gers, eh bien, ces moyens légaux, ce sont des activités gastronomiques, œnologiques. Nous allons faire griller ces magrets dans notre belle cheminée, et comme ça, M. Paco Rabanne verra bien que nous sommes toujours là à 13h. Exactement. À 13h, en effet, le Gers se portait bien. Mais restons prudents, la journée n'est pas terminée, tout peut arriver. Quoi qu'il en soit, les survivants de ce 11 août feront la fête ce soir encore pour faire un pied de nez aux grands couturiers parisiens. Rien n'arrive, donc nous allons pouvoir déjeuner tranquille, mais vraiment tranquille. Impeccable. Ouais, impeccable. C'est l'humour, ça. Vous reverrez les plus belles images de cette éclipse à la fin de ce journal. Exceptionnel. Vraiment unique. Partout le même spectacle, une nuit bleue, un peu terreuse, qui vient s'abattre sur les champs, les arbres, les hommes éparpillés dans la nature. Après le silence, la joie pour 2 minutes 15 d'observation à l'œil nu. Comme une balle de ping-pong qui cacherait une orange, la lune et le soleil s'alignent parfaitement, découvrant une couronne solaire sertie de diamants. Retour sur Terre. Une expérience pour de la vie. Pour le reste de la vie. C'est un instant magique, c'est vraiment super. Trop court, oui. Trop court. Et ce qui est surtout très très rapide, c'est l'extinction de la lumière et la réapparition de la lumière. Ça n'a vraiment rien à voir avec le coucher du soleil ou le lever du jour. Tu ne sais pas s'il faut dormir ou pas? Bah ouais. Allez, ronfle. Un poulain qui s'endort, des oies placides, une vache cajolant son petit. Après l'entracte, le film continue avec les lunettes, cette fois pour admirer le croissant de soleil. Observation, mesure. À la ferme, les professionnels continuent à travailler quand d'autres sablent le champagne. C'est magnifique, c'est un peu mystique. Et ce n'est pas la fin du monde. Je suis très heureux. J'ai pensé évidemment à tous ceux qui m'ont précédé sur cette terre. Ils ont eux aussi vécu ce phénomène que nous venons de vivre. Mais nous y étions préparés. Eux, ils ne l'étaient pas. Alors, je n'ose à peine imaginer ce qu'ils pouvaient penser. Je suppose qu'ils s'attendaient. C'était le cataclysme. Ni cataclysme, ni fin du monde. Juste un petit bout de terre à l'ombre de la lune. L'astre du jour a retrouvé sa place. L'horlogerie céleste se rit décidément de nos émotions. Une éclipse de soleil se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil se trouvent exactement sur une même ligne. Pour l'observateur habitant la Terre, le spectacle est très différent suivant la position depuis laquelle il assiste au phénomène. S'il a la chance de se trouver dans une bande de territoire d'une centaine de kilomètres de large, il est entièrement plongé dans l'ombre de la Lune. Voici ce qu'il voit. Une éclipse totale. Pendant 1h30, le disque de la Lune grignote le Soleil jusqu'à le masquer totalement durant 2 minutes, puis le Soleil réapparaît. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus près de nous, ce qui fait que les 2 disques se superposent exactement. Et c'est tout l'intérêt de l'éclipse totale. La luminosité du Soleil est masquée et il devient possible de voir à l'œil nu les protubérances solaires, puis la couronne qui s'étend à des dizaines de milliers de kilomètres. Magique et inoubliable.
Si en revanche vous vous trouvez plus au nord ou au sud, adieu ce spectacle, mais vous assistez quand même à une éclipse partielle plus ou moins importante. 99% à Paris, 91 à Lyon, 86 à Nice, 83 à Toulouse. Dans ces villes, l'alignement n'est pas parfait, mais à défaut de vous trouver dans le cône d'ombre direct de la Lune, vous êtes dans la zone de pénombre. Des éclipses partielles ont déjà eu lieu en France. Au soir du 10 mai 1994, l'Arc de Triomphe avait servi d'écrin au spectacle céleste. Le 12 octobre 1996, Paris assistait une nouvelle fois à la représentation gratuite. On est à 58%. 58% du disque solaire est visible. L'éclipse aurait pu également être annulaire, comme au Pérou le 21 avril 1995. Un cas particulier, lorsque la Lune se trouve un peu plus loin de la Terre et ne masque plus complètement la totalité du disque solaire. Mais l'éclipse totale n'a rien à voir. Un soleil noir sur fond d'étoiles qui explique que ce jour-là, les amateurs fassent des milliers de kilomètres pour assister à un épisode extraordinaire de la vie intime de l'univers. Il est 12h30 à Reims, au pied de la cathédrale, la cantatrice entonne son morceau de bravoure, comme en soirée à l'opéra. Jessie Norman accroche à sa carrière un concert historique. En Manche, au large de Ouistreham, un ferry spécialement affrété pour observer l'éclipse. Les vents marins ont chassé les nuages. C'était mal parti, en revanche, en haut du Puy-de-Dôme. Le plafond était si bas, le brouillard si dense, que l'on s'y perdait. Et puis, il y a eu comme un miracle, le ciel s'est déchiré et les dizaines de promeneurs qui avaient fait l'effort de grimper ont été récompensés. Dans le Gers, on s'est bien amusé aux dépens d'un prophète d'opérette. Une station mire en carton-pâte et une joyeuse parodie jouée par les habitants de Samatan. Vous avez une dent contre Paco Rabanne? Pourquoi? Non, du tout. Nous sommes les Gaulois, gersois si on veut, les irréductibles. Seule victime de l'apocalypse annoncée par Paco Rabanne, quelques bouteilles sacrifiées sur l'autel d'une éclipse que l'on a observée avec les moyens du bord. Sur l'île d'Ouessant, à la pointe ouest de la Bretagne, les marins du phare se sont un moment demandé s'ils n'allaient pas allumer les feux, avant de se pencher sur leur instrument. Température avant l'éclipse, était en progression et depuis l'éclipse, c'est en perte de température, ça baisse. La température a chuté à 16 degrés, coup de frais sur Ouessant. Grosse déception dans ce zoo proche du Mans, en Mayenne. Au moment de l'éclipse, les animaux sauvages sont restés impassibles. Même les singes gibbons ont refusé de se donner en spectacle. Non, non, du tout. Hein. Moi, là, je suis au gibbon. Le petit joue, la mère le surveille, le mâle attrape des insectes. Ça n'a pas l'air de trop être perturbé. Enfin, il y a eu Paris. 15 000 personnes au pied de la Tour Eiffel, autant sur les Champs-Élysées. Bilan, selon la préfecture, 3 malaises et pas mal d'embouteillages. Évidemment, nous sommes en Angleterre. Les pieds dans l'eau, ce sont les Cornouailles. Heureusement, à Londres, où l'éclipse n'était pas totale, les Britanniques ont eu un peu plus de chance. Stuttgart, 12h32. Obscurité totale, l'émotion est à son comble. Malgré le ciel couvert, la foule profite de ce moment intense. L'éclipse est filmée par avion. En Italie, même le pape a pris de la hauteur pour ne pas rater ce rendez-vous divin. Il s'est rendu spécialement dans sa résidence de Castel Gandolfo. Danse et feux de joie pour les tziganes hongrois. À Saman, ils ont conjuré le sort en élisant un roi soleil, presque aussi éphémère que l'éclipse, puisque son règne finit avec le jour.
Gros plan en Turquie. Quelques lunettes pour se protéger. Un luxe dans ce pays. La foule hurlait, un peu pour le spectacle, beaucoup pour chasser le diable qui, selon la légende, retient le soleil. Ay sıyrılmaya başladı güneşin önünden. İnsanlar aydınlığa ve güneşe kavuşuyorlar. Bir anlamda... Autre pays musulman, l'Algérie. Journée fériée et prière à la mosquée, les Algériens n'étaient pas conviés à la rencontre du soleil et de la lune qui pourtant ont formé un si joli croissant. En Irak, la foule s'est massée sur les murs de l'ancien monastère assyrien d'Al-Jazira. Il est 14h50, le spectacle est presque terminé. Heure H-2. Michel Moncuquet va assister à sa première éclipse totale. Il est astrophysicien à l'Observatoire de Paris depuis 9 ans. Pour surveiller le soleil, il s'installe sur les vestiges d'une abbaye du XIIIe siècle. Il sait qu'ici, il n'apprendra rien sur les éclipses. On a fait des découvertes grâce aux éclipses, ça c'est sûr, mais maintenant il vaut mieux se laisser aller à la beauté de la chose. Heure H-1. La chose apparaît. Entre les nuages, un beau croissant doré. C'est trop nuageux quand même. Mais c'est émouvant. À l'heure H, hélas, les nuages masquent le soleil noir. Soudain pourtant, la nuit tombe, il fait plus froid. Regardez cet oiseau. Il s'est précipité dans son pigeonnier. Enfin, c'est extraordinaire. 2 minutes et 7 secondes plus tard, tout va très vite. La lumière revient, la lumière revient. Bravo. C'est alors que le scientifique laisse enfin parler son cœur. Et c'est vrai que ça donne une émotion très étrange, très particulière et que je ne m'explique pas pour le moment. Je ne comprends pas. J'ai encore des frissons. Alors. Et voilà le scientifique devenu accro. Michel Moncuquet, un rien frustré par cette éclipse nuageuse, guettera maintenant le prochain soleil noir, à Madagascar en 2001. En attendant, il pourra profiter des éclipses artificielles créées en observatoire grâce au coronographe. Un instrument inventé en 1930 par Bernard Liot sur le pic du Midi. Un instrument pour observer à loisir la chevelure bouclée du soleil. Entre la Terre et le Soleil. Il est placé entre la Terre et le Soleil, donc il voit le Soleil en permanence, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous voyez ce satellite avec ses télescopes, ça c'est justement l'un des grands coronographes. L'ASCO, cet instrument qui en comporte 3, permet de regarder la couronne de l'extrême bord du Soleil jusqu'à peu près une distance de 30 fois le rayon solaire. Donc vous voyez, ces éclipses-là, on les observe en permanence. Le disque noir que vous voyez là, c'est plus du tout la Lune, c'est une occultation artificielle de la Lune au foyer d'un grand télescope, si vous voulez. Ce qui ne permet pas d'aller exactement au bord. Là, sur cette image, on a simulé le Soleil, c'est le rond central. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit avec cet instrument des comètes plongées dans le Soleil, comme on vient de le voir maintenant. Et comme on fait de la cinématographie en permanence, on voit ces grands jets de matière. En fait, la couronne, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation visuelle d'un phénomène qui a été découvert grâce à elle, d'ailleurs, qui est le vent solaire. Et ce vent solaire, c'est le vecteur de tous les phénomènes d'activité et qui perturbent notre environnement terrestre. Alors là, comble de raffinement, on voit la couronne aussi sur le disque solaire parce que le gaz qui émet cette lumière est un gaz à 80 000 degrés, 100 000 degrés, qui lui aussi provient de la couronne. Donc on voit la couronne au bord et sur le soleil. Ça, c'est le miracle, disons, de la coronographie moderne, qui est une coronographie totalement artificielle, mais qui nous en apprend beaucoup plus sur le soleil que les moments de l'éclipse que nous avons vus aujourd'hui, qui sont des instantanés. Là, on voit le soleil par-dessus le pôle, on voit ce soleil qui est simulé, qui tourne, mais ce sont des images réelles qui ont été prises avec le satellite SOHO dans le domaine du rayonnement ultraviolet. Alors ce bouillonnement-là, c'est ce qui nous produit ces effluves de vent solaire et ces grandes bourrasques de matière solaire qui viennent perturber la Terre quelques heures plus tard. Alors Roger Maurice, sauf sur SOHO, les éclipses sont extrêmement rares. Pourquoi? La réponse en animation. Pour qu'il y ait éclipse, il faut que la Terre, le Soleil et la Lune soient parfaitement alignés dans le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil en un an. Or, l'axe de la Terre est incliné à 5 degrés par rapport à ce plan. L'orbite de la Lune elle-même est donc inclinée,
Et la Lune ne fait que croiser ce plan de l'écliptique qu'à 2 reprises durant son cycle de 28 jours. La première fois en montant, la seconde fois en redescendant. L'éclipse correspond donc à la coïncidence de 2 événements. D'abord une nouvelle lune, ce qui signifie que la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre. Ensuite, le fait qu'à cet instant-là, la Lune franchisse également le plan de l'écliptique. Coïncidence qui ne se produit qu'une fois tous les 18 mois. Mais ajoutez à cela le fait que l'ombre de la Lune ne représente qu'une zone de 100 km de diamètre seulement. Et vous comprendrez pourquoi un même lieu de la planète doivent attendre 80 ans avant d'assister à une nouvelle éclipse totale. Alors Daniel, en fait, il faut bien dire que la Terre, c'est la seule planète du système solaire où on peut assister à une éclipse totale de Soleil. Même si on était capable d'aller avec un engin spatial ailleurs, on n'en verrait pas. Non, tout simplement parce qu'on a la chance d'avoir un satellite qui tourne, qui est à la bonne distance, qui est à la bonne taille. Et c'est tout à fait unique dans le système solaire. Alors, c'est vrai que toutes les autres planètes, qui sont ou plus grosses ou plus petites, n'ont pas les satellites ou de la bonne taille ou à la bonne distance d'eux-mêmes. Sauf Saturne. Sauf Saturne qui a un satellite, je crois que c'est Ptolémée, je crois, mais qui permet de regarder une éclipse, mais alors très très vite, parce que la planète tourne très très vite, la lune de Saturne tourne très vite autour de Saturne. Saturne, c'est une planète de gaz, et donc on ne peut pas y mettre les pieds. Mais un satellite autour pourrait voir l'éclipse. Pourrait voir quand même donc le Soleil. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça dépend, l'éclipse, donc de la distance de la Terre à la Lune, et cette distance, elle a changé à travers l'histoire. Et non seulement elle a changé à travers l'histoire, mais elle change d'une éclipse à l'autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ce moment même, on peut voir des éclipses totales de Soleil. Dans 250 millions d'années, le Soleil aura grossi, et la Lune se sera éloignée de la Terre par le fait que la Terre perd de l'énergie par les effets de marée, et donc la Lune s'éloigne de la Terre de 4 cm par an, ce qui n'est pas négligeable, et le Soleil grossit de 6 cm par an. Et on a calculé que dans 250 millions d'années, il en sera fini, il en sera terminé des éclipses totales. On ne pourra voir que des éclipses annulaires, c'est-à-dire des éclipses incomplètes, disons. Et à l'inverse, il y a 250 millions d'années, si l'humanité avait été là, eh bien, elle aurait vu une lune qui en faisait trop. C'est-à-dire que la lune nous aurait masqué les protubérances, une partie de la couronne. Oui, parce que Daniel, en fait, ça fait extrêmement longtemps que les hommes observent les éclipses, peut-être pas en les comprenant au début, mais assez rapidement, ils ont compris de quoi il s'agissait. Ça a commencé, en fait, l'observation avec les ziggourats des Babyloniens. Voilà, ils ont quand même été intrigués, parce que ce sont des phénomènes rares, donc des phénomènes qui intriguent, et qu'il faut essayer de comprendre et de prévoir si possible. Il y avait des astronomes en Chine dont le travail était justement d'essayer de les prédire. Et ça a commencé avec les Babyloniens il y a combien en fait plus de 2000 ans 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 4000 ans. C'était très imprécis quand même, on pouvait prévoir à peu près, à un mois près, pas un jour près. Les Incas aussi ont été très forts. Les Incas, les Égyptiens un petit peu, les Incas effectivement avaient des méthodes assez précises, s'aidant aussi de Vénus pour prédire le retour des éclipses. Et il faut attendre vraiment Ptolémée pour commencer à avoir un modèle qui permette de reproduire avec une meilleure précision le retour des éclipses. Les catalogues dressés par les Chinois, on les utilise encore aujourd'hui finalement. Les Chinois avaient des catalogues qui permettaient de prédire effectivement les éclipses. Alors, les utiliser aujourd'hui, je n'en suis pas tout à fait sûr. Je crois que maintenant, on a quand même d'autres techniques grâce à la théorie de Newton. C'est ce qui reste encore le plus précis, la mécanique céleste telle qu'on la connaît. Alors vous allez le voir, la télévision française aussi savait prévoir les éclipses. En 1961, on avait tout à fait prévu qu'aujourd'hui, nous aurions une éclipse totale. Dès 8h25, le 15 février 1961, l'unique chaîne en noir et blanc de la RTF ouvre exceptionnellement ses antennes pour nous présenter l'éclipse du Soleil, avec une vue sur les toits de Paris depuis Cognac-Gé et l'explication devant les caméras d'Alexandre Tarta de Pierre Tchernia. Il serait peut-être bon, pendant quelques secondes, de tenter de rappeler tous nos souvenirs pour savoir ce que c'est qu'une éclipse. Les quelques centaines de milliers de téléspectateurs auront droit à ce film d'animation soviétique commenté en direct par Pierre Tchernia qui nous donne déjà rendez-vous. Et puis, il y aura, le 11 août 1999, prenons rendez-vous tout de suite si vous le voulez, une troisième éclipse totale qui, elle, intéressera les régions du nord de la France.
À l'époque, en 1961, l'éclipse totale était visible sur une bande située au sud de l'Aquitaine, en passant par l'Italie et la Yougoslavie. Alors maintenant, si vous voulez, nous allons regarder cette éclipse en Eurovision. Et je pense que le dispositif doit se préparer dans l'Europe entière. Des moyens considérables pour l'époque sont mobilisés à l'Observatoire de Saint-Michel-de-Provence, ainsi qu'à Florence et à Niš en Yougoslavie. Et déjà, des conseils. Et les lunettes de soleil ne sont pas suffisantes et surtout, prêtez très attention aux viseurs des appareils photo. Voilà. La veille, un reportage dans l'unique journal télévisé avait parlé d'un verre bricolé et noirci à la fumée de bougies. On sait depuis que cela est à proscrire. Pareil, de tout temps l'angoisse naît, et avec elle les explications les plus folles. Ainsi, dans la plupart des mythologies, fait-on appel à des animaux surnaturels. En Chine, on croyait que c'était un dragon, animal fabuleux, qui dévorait la lune ou qui dévorait le soleil. D'ailleurs, le mot chinois pour dire éclipse, chi veut dire manger. Et chez les Aztèques, la peur est si grande qu'on arrache des cœurs par dizaines pour faire revenir l'astre solaire. Chez les Inuits, plus poétiques, ce sont leurs dieux, Padli et Amarok, qui font l'amour. Une allégorie reprise au XIXe siècle. Dans le monde occidental, même une fois l'explication scientifique répandue au XVIIe siècle, les éclipses donnent toujours lieu aux prédictions les plus noires. On parle d'apocalypse, astrologues et prédicateurs sèment la panique. Ces prophéties ont parcouru l'Europe et selon les pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, il y a eu des gens qui se sont préparés à la fin du monde. Ainsi même, un certain Paco Rabanne croyait-il voir dans ce verset de Nostradamus l'annonce de la destruction de Paris. L'éclipse, décidément, a toujours fait trembler. Au moment où l'ombre, si vous voulez, a gagné l'est de la France, l'ombre est projetée en l'occurrence sur les nuages puisqu'il pleuvait à Strasbourg à ce moment-là. Mais on voit bien l'ombre et on voit bien que la station Mir est là-haut, qu'elle est là-haut pour encore au moins 6 mois parce que la trajectoire de la station Mir obéit exactement aux mêmes calculs, aux mêmes forces de gravitation que celles qui nous ont produit l'éclipse aujourd'hui et qui nous permettent d'affirmer haut et fort que la station Mir sera là-haut pendant encore au minimum 6 mois. On ne voit pas tellement ce qui commence à il pourra en être autrement. Alors, j'espère que cette émission vous aura permis de voir un petit peu comment ce phénomène se produit, comment il n'y a pas de raison de le craindre. On a toutes les raisons d'essayer de le comprendre un peu mieux, peut-être parce qu'à travers ce phénomène et sa compréhension, eh bien, c'est un peu toute la science et toute la connaissance qui progresse pour Monsieur Tout-le-Monde dans la rue. Voilà, je vous laisse maintenant peut-être réfléchir et commenter ces dernières informations. Et je vous propose ensuite de retrouver Richard Boutry qui présente le Soir 3 dans quelques minutes. Au revoir. À quelques encablures de là, sur un ferry, un millier de spectateurs avaient choisi d'embarquer pour voir l'événement se refléter sur la mer. Ce matin, le Puy-de-Dôme en Auvergne était complètement dans les nuages. Je pense pas qu'il arrive. Hein. Vous avez vos lunettes pourtant? Ouais. Bon, on verra bien quoi. Mais au tout dernier moment, la brume s'est levée. D'autres ont choisi le pic du Midi. Plus haut, les conditions d'observation y sont meilleures. Enfin, toujours dans les Pyrénées, à Font-Romeu, autour du four solaire, ici, pas un seul nuage, mais l'éclipse n'y était pas totale. Moi, je pensais qu'il ferait un peu plus nuit, mais bon, c'est quand même extraordinaire. On est tout ému, on est un peu triste aussi, un peu nostalgique que ce soit déjà la fin. Cette éclipse totale de soleil a été observée dans des conditions météorologiques idéales par les passagers d'un ferry qui croisait au large des côtes normandes. Des frissons d'émotion lorsque d'un seul coup la lumière s'est éteinte sur la mer. Reportage France 3 Normandie, récit Audrey Glohagen. En avant toute direction l'éclipse. 950 passagers étaient à bord du Normandie pour voir le phénomène à son point optimal. Après un départ sous les nuages, la magie a opéré et le soleil est apparu quelques minutes pour mieux disparaître. Marc, venu de Lyon avec sa famille, leur a fait une surprise en ne leur annonçant que ce matin qu'il partait pour une fabuleuse croisière.
bas de l'écran, le point c'est Vénus. Pour ces chanceux de l'éclipse, le spectacle avait quand même un prix. 480 francs pour les adultes, 320 francs pour les enfants. Un sacrifice pour certains, mais le prix en valait vraiment la chandelle. Si la Lune a bien caché le Soleil, la station orbitale Mir n'est pas tombée sur la France, contrairement aux prédictions de Paco Rabanne. À Paris, mais aussi dans le Gers, des dizaines de personnes ont souhaité, comme elles l'ont dit avec humour, tailler un costard au couturier. Reportage Agnès Monteux et Denis Mardaquer. La fautive, c'est bien sûr la station Mir. Paco Rabanne l'avait prévu, un gros clash sur Vincennes et de nombreuses retombées sur le Gers. Alors au cas où le couturier se serait trompé de calendrier, ici on a décidé de forcer un petit peu le destin. Vous avez une dent contre Paco Rabanne? Pourquoi? Non, du tout. Du tout, mais pour une fin du monde, les rescapés ont plutôt l'air d'être de bons vivants. La morale de l'histoire, on a tourné à dérision les prédictions de Paco Rabanne, c'est tout. C'est un pied de nez à dérision. Nous sommes les Gaulois, gersois si on veut, les irréductibles. Mais par sécurité, on ne sait jamais, on a tout de même préféré faire le gag avant l'éclipse. Petite superstition qui n'a empêché personne d'oublier bien vite les sombres prédictions. On dirait qu'elle était double, oui. Le spectacle terminé, les seuls cadavres à déplorer étaient les nombreuses bouteilles vides. Dépité, la mort s'en est donc allée.